on le voit bien aussi que c'est pas traité de la même façon, c'est pas traité au même endroit. Par exemple, il y a la question aussi, un média qui veut parler la question des milieux populaires et précaires. Il y a la question des milieux populaires et précaires dans les quartiers populaires, mais il y a aussi ça dans les territoires ruraux. Et du coup, il faudrait aussi qu'il y ait peut-être un média qui a une fixette un peu plus sur les territoires ruraux et d'autres sur les quartiers populaires. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion a été organisée lors du Festival des médias indépendants organisé par le Grand Contrôle en avril 2026. Bonne écoute et abonnez-vous. Bonjour à vous, merci d'être présent sur l'avion du Le Cozy Lab. Bienvenue à bord de cette dernière discussion au Festival des médias indépendants du Grand Contrôle, qui était la première édition. Et du coup, on termine, nous, ici, avec le Cozy Lab, sur cette dernière discussion qui est doit-on encore créer de l'information / des médias? Grosse question que je me suis posée quand j'ai décidé de faire cette thématique, auquel j'en ai pas la réponse, et du coup c'est pour ça que j'ai invité deux personnes qui vont pouvoir discuter avec vous, et vous aussi vous avez sûrement plein de réponses aussi ou des propositions à apporter parce que vous allez vous discuter avec ces belles personnes. Le mot discuter est primordial dans le Cozy Lab parce que c'est vous qui allez faire le boulot. Moi, mon boulot, c'est de vous filer le micro et de vous sourire. Et voilà. Et il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. Et s'il y a des remarques encore plus débiles, c'est moi qui vais faire encore plus que vous. Donc n'hésitez pas, vous levez la main et je vous file le micro. Pouvez-vous vous installer ici? Moi je suis Flavien, j'ai oublié de me présenter et on va faire ça en 2 étapes. Du coup ces belles personnes ici vont se présenter et puis après je vais passer parmi vous pour tendre le micro à certaines personnes d'entre vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette discussion. Et puis après on va faire ça pendant une petite heure. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Trop bien. Eh bien on va commencer, ça va? Très bien, et bien on va commencer par toi. Okay. Bonjour, moi je m'appelle Aïna, j'ai 21 ans, je suis étudiante dans les médias et je suis en service civique aussi dans un média indépendant associatif qui s'appelle Urban Street Reporter. C'est un média qui est né en 2016 pour contrer le traitement médiatique qu'il y avait autour des quartiers populaires à l'époque, à la suite notamment des attentats de 2015, qui a été créé par Inda Yadji, à Garges-les-Gonesse. Et donc depuis 2016, c'est un média qui est porté par des jeunes, par des alternants, des stagiaires et par du coup cette militante associative dont le but est de porter, parler et mettre en avant les initiatives citoyennes portées dans les quartiers populaires et dans les milieux populaires. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Sixtine et moi je suis chef de projet chez Médiane. Médiane, c'est un projet pour renforcer le journalisme indépendant, l'engagement citoyen et le pluralisme de la presse. Du coup, on a 3 grands axes de travail. À la fois, on cherche à informer par un média pour les médias. Donc, on va analyser les mutations du secteur, à la fois économique, technologique et social. Et on va donner les ressources pour que rendre tout notre travail accessible au plus grand nombre. Donc, tout est disponible sur notre site internet. Donc, on a à la fois un livre que je vous invite à lire si vous souhaitez créer un média. On a des newsletters et on a un podcast aussi. Donc ça, c'est le premier point de notre activité. Aussi, on cherche à agir, donc à mettre en pratique concrètement, à accompagner les médias. Donc là, on le fait grâce à notre studio où on va accompagner des rédactions, qu'elles soient au stade d'idéation, qui cherchent à se professionnaliser ou à se développer. Et donc ça va être à la fois grâce à des missions personnalisées avec les médias ou par des formations. On a à date développé 2 formations. Une qui s'appelle le programme Médiane, où la dernière édition a eu lieu en décembre 2025. C'était une formation subventionnée par le ministère de la Culture et en fait qui s'adressait à des médias qui étaient déjà bien installés dans l'écosystème et qui cherchaient à passer à l'étape supérieure. Donc c'était 9 mois de formation. On a eu des médias comme Vert, Disclose, Green Letter Club, etc. Et de cette formation, on a voulu créer une nouvelle formation parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des idées de médias ou qui avaient déjà lancé leurs médias et qui cherchaient à le professionnaliser, mais qui n'avaient pas forcément les sous pour le faire. Et donc on a développé une autre formation qui s'appelle Créer un média.
donc qui est finançable par des organismes de financement. Et donc là, c'est 7 jours où on va les aider à lancer leur projet et à développer avoir différentes sujets, que ça soit le design, l'édito, la tech, etc. Et enfin, le dernier pan de notre activité, c'est, je blattais, c'est se réunir. Donc, on a un réseau de médias européens, médias européens, donc en France, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Pologne. Et l'objectif, c'est coproduire et co-réaliser des contenus et traiter une thématique qui, en fait, comment chaque pays en Europe va la traiter selon son pays. Voilà pour Médiane. Merci pour cette présentation. Maintenant, je vais aller vers vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette discussion. Ce que j'adore, c'est que les regards fuient à ce moment-là et que je vais aller vers ces regards-là. On doit se présenter, c'est ça ? Je suis journaliste pigiste pour France 3, reporter d'images, et je suis là parce que je me posais pas mal de questions justement sur les nouveaux médias qui se créent. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de nouveaux et à la fois j'arrive pas à tout suivre et moi-même j'ai envie de monter un média et du coup qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, enfin je me sens solo dans cette aventure. Merci. Alors, je vais aller... vous pouvez rentrer à l'intérieur, il y a de la place encore. Là, il y a encore plein de place à l'intérieur. Vous pouvez venir et je vais aller là. Ah ouais. Moi je m'appelle Pierre et je travaille dans une ONG qui travaille avec des lanceurs d'alerte notamment en Afrique et l'ONG s'appelle la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et voilà. En gros, je travaille pour cette ONG et je suis là parce que je connais Sixteen et parce que j'étais intéressé par des questions un peu comme tout le monde ici, mais de sur-information et production d'informations. On n'arrive plus à tout suivre et c'est intéressant aussi de savoir, est-ce qu'on avait ce débat-là, mais de savoir, est-ce que c'est parce que le secteur est bouché dans les médias plus traditionnels qu'on vient en créer d'autres ou pas. Voilà. Très bien. Je vais aller un peu de l'autre côté et je vais aller ici. Moi, je travaille en presse locale à Dijon. Je partage les mêmes questions que les camarades d'un jour. Puis j'ai bien aimé le côté un peu contre-pied du titre faut-il encore créer des médias, parce que il y a plein de créateurs de médias là pendant le week-end. Donc est-ce qu'il faut encore se lancer ou pas? Et je vais aller voir une dernière personne et je vais aller là. Bonjour. Je suis journaliste aussi pour le journal Le Monde. Je suis journaliste aussi pour le journal Le Monde. Et voilà, j'étais intéressée par le sujet. Bien, merci. Beaucoup d'attentes sur le gars qui met de la pression. Première question. Alors, n'oubliez pas, à partir de maintenant, je vais poser la question et après, ce sera à vous, en levant la main, d'intervenir. Et je vais poser la première question. Déjà, pourquoi créer un média alors qu'il y en a tellement? Pourquoi créer un média? Je dirais que c'est pour répondre à une nécessité, un problème, un manque. Et en fait, souvent, quand on crée un média, c'est pour répondre à ça. C'est quand on identifie un problème, un manque dans l'espace médiatique. Et il y a encore plein de sujets qui ne sont pas encore bien traités ou une communauté qui n'est pas encore bien adressée. Donc, l'enjeu, c'est de représenter toutes et tous et de faire... La Médiane est née avec comme mission de faire émerger des nouvelles voix durablement, avec l'idée qu'il y avait plein de nouvelles voix qui se faisaient entendre dans l'espace médiatique, et notamment grâce aux réseaux sociaux, à l'avènement du numérique, qui a enlevé les barrières à l'entrée de la création d'un média. Et il fallait leur donner la place de se développer durablement et de manière viable. Donc, pour répondre simplement à la question pourquoi, je dirais que c'est pour répondre à un besoin et à un problème identifié. Pareil sur le point de répondre à un besoin et à un manque. Je pense que la plupart des médias indépendants ou la plupart des médias qui se créent, c'est par rapport à ça, par rapport à un traitement médiatique qui convient pas. Pour Urban Street Reporter, c'était le cas quand on vient d'un milieu populaire. Quand on ouvre la télé, c'est pas forcément ces récits-là qui sont racontés. Donc il y a des médias comme le Bondy Blog ou comme d'autres encore qui se créent et sont nés justement avec pour but de porter la voix et les histoires des gens issus de ces quartiers-là. Mais j'ai l'impression que au fil des années, il y a les médias indépendants comme ceux-là qui sont structurés, type ceux qu'on a pu voir aussi qui sont exposés dans le hall. Mais il y a aussi des personnes, des journalistes qui se mettent à créer leurs propres médias
médias, non pas parce que il y a toujours ce besoin forcément de porter des histoires, mais il y a aussi, comme je pense que c'est toi qui dis, enfin, je sais plus qui le disait, mais le fait que le milieu est bouché. Le milieu est bouché, donc il y a des personnes qui se disent si je n'ai pas l'opportunité de rejoindre un média, autant que moi je crée mon propre média, et ensuite ça se fait c'est ce qui se fait de plus en plus en tout cas. Je vous regarde, hein. Vous voulez dire quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, il y a aussi, je pense, ce qui est important dans la question du média et de créer encore des nouveaux médias, c'est que ça crée des systèmes d'information plus résilients que si on... Par exemple, je me demandais, Urban Street Reporter, par exemple, pourquoi créer ce média si le Bondi Blog existe, par exemple, mais en même temps, si le Bondi Blog venait à maltraiter un sujet et avoir des contre-pouvoirs informationnels, c'est aussi quelque chose qui peut être hyper important, notamment dans ce contexte de concentration médiatique. On voit très bien que c'est pas un système résilient face à des attaques, donc en fait ça peut venir de partout, et donc avoir plein d'acteurs permet de répondre à ça aussi. En l'occurrence, ça n'alimente pas forcément la question. En l'occurrence, pour Urban Street Reporter, et je pense aussi que tout dépend les différents médias, mais il y a des formats qui sont différents. Le Bondi Blog est spécialisé dans la presse, dans l'écrit, ce sont notamment des articles publiés en ligne, et Urban Street Reporter, c'est un média qui est présent sur les réseaux sociaux, mais notamment c'est des formats qui sont faits en vidéo, et du coup ça fait que l'information elle est traitée mais de manière différente. Il y a une manière aussi d'incarner ce qui fait le Bondi Blog, c'est très souvent des étudiants en journalisme, des personnes qui sont déjà intéressées par le milieu journalistique aussi, qui viennent participer aux conférences de rédaction pour proposer leurs articles. Moi-même, j'ai commencé à écrire aussi pour le Bondi Blog depuis peu, mais avec Urban Street Reporter, la différence c'est que ça vient vraiment, l'initiative elle a été portée par des jeunes d'une association où ils se sont dit que en fait on en a marre qu'on parle de nous. Mais sans nous déjà premièrement, et donc on va prendre nos téléphones sans forcément de matériel, et on va se mettre à aller faire des micro-trottoirs dans nos quartiers et à aller porter la parole différemment des quartiers populaires. Et du coup déjà je pense que la multiplicité aussi des médias qui ont émergé, c'est parce qu'il y a des formats qui ont différé. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'écrit, d'autres c'est la radio, d'autres c'est des podcasts. Je pense qu'il faut déjà redéfinir ce qu'est un média de base, qu'est-ce qu'on considère comme étant un média, et qu'est-ce qui va réellement être aussi un média indépendant ou pas. Voilà. C'est bon. Merci. Je travaille avec beaucoup de médias, des indépendants, des pas indépendants, et notamment avec Médiane aussi. Et sur ce que vous venez de dire sur la création de médias, alors en étant, pour être une professionnelle du secteur depuis bien longtemps, moi, je vois plus de raisons de ne pas en monter que d'en monter. Et c'est bien sûr pour ça que ça m'intéressait d'être là. Mais il y a quelque chose qui me semble hyper important à tous ceux qui se posent la question de est-ce qu'on a envie si vous avez envie d'en lancer un, c'est de penser au modèle économique dès le départ. Et c'est pas parce que vous avez des aspirations citoyennes, belges, tout ce que vous voulez, et louable bien sûr, mais que ça va marcher, parce qu'en fait vous allez gaspiller votre santé, votre argent, votre énergie, vos idéaux pour malheureusement pour rien. Et c'est super de voir toute cette nouvelle génération de nouveaux médias, mais la question du modèle économique, et malheureusement je fais partie aussi du groupe au ministère de la Culture qui donne les subventions aux nouveaux médias, et dans les dossiers qu'on voit passer, on voit beaucoup de dossiers écrits par des journalistes qui ont des super projets journalistiques et zéro modèle économique, et en fait l'histoire elle est déjà écrite avant que la première phrase soit publiée, et c'est tellement dommage. Et voilà, si j'ai un truc à porter, c'est réfléchissez à comment vous voulez gagner des sous avant de dépenser le premier euro. Alors moi je suis très intéressé par ce que vous dites, parce que je pense que on peut vraiment faire le constat que c'est très difficile de monter des médias, et bien sûr s'adresser à une niche, à une communauté, c'est une intention louable, mais c'est vrai que dans les faits ça devient extrêmement compliqué. Mais à côté de ça, on fait quand même le constat double, d'une part d'une hyper concentration des médias, à la fois c'est peut-être plus prégnant dans l'audiovisuel et aussi dans la presse écrite, et aussi on a un système quand même en France d'aide à la presse qui favorise pas forcément l'émergence des nouveaux médias, l'émergence des nouvelles voix. Donc bien sûr il faut penser à la question du modèle économique
d'un point de vue personnel et d'un point de vue micro, mais je pense qu'il faut aussi poser la question d'un point de vue macro et de comment on permet à ces médias d'exister là, dans un paysage qui est compliqué, qui est très concentré et qui ne laisse pas la place à un récit médiatique alternatif. Enfin, et donc, moi je suis... non, mais je suis assez curieux d'entendre... Enfin, du coup, est-ce que vous faisiez partie de la CPPAP ? D'accord. Pardon, oui, alors, mais on peut discuter très longtemps sur ça. Donc moi, je fais partie du comité d'orientation, ça s'appelle personnalité qualifiée au comité d'orientation des aides à la presse, et je suis une des voix, parce qu'on est plein, bien sûr, où on décide où l'argent va pour différents types de fonds. Il y a la bourse émergence pour les nouveaux médias. Donc là, il y a 50 000 €, il y a des tickets, là, ça va rouvrir dans quelques semaines. Il y a 50 000 € à aller chercher de façon assez facile auprès des pouvoirs publics, enfin du ministère de la Culture. Il y a le fonds dont a bénéficié Médiane pour l'incubateur, les incubateurs. Il y a le FSDP, fonds de soutien pour le développement stratégique, bref, pour des médias plus larges. Donc il y a un peu d'argent, et puis il y a les TVA réduites, enfin bref, il y a des aides directes, il y a des aides indirectes pour les médias émergents. Avec tout ça, on n'a pas trouvé la solution parfaite, mais ce que je trouvais intéressant, ce que vous disiez, pardon, j'ai oublié votre nom, mais ce que vous disiez en intro qui était hyper intéressant, c'était on lance des médias pour faire quelque chose, donc avec un but, avec une mission, et ça c'est quelque chose qui est très que les médias installés ont beaucoup de mal à affirmer. C'est finalement la proposition de valeur, j'existe parce que, et c'est pouvoir compléter la phrase abonnez-vous pour. Et en fait, si en tant que média ou porteur de médias, vous êtes capable de terminer cette phrase, alors ça peut être abonnez-vous pour changer le monde, ça peut être abonnez-vous pour avoir l'air moins con auprès de vos potes. Peu importe en fait la suite de la phrase, mais si vous n'êtes pas capable de terminer cette phrase, votre projet média a un problème. Si vous êtes capable de la terminer, alors vous serez capable d'aller chercher des sous auprès des gens qui vous lisent et qui vous consomment. Et déjà, c'est un bon premier pas. Ça ne veut pas dire que vous allez survivre, mais c'est un bon premier pas. Bon, je ne vais pas monopoliser. Tiens. Attends, il y avait... elle voulait déjà... Et après, je te laisse. Non, c'était juste pour rebondir aussi avec ce que tu disais par rapport au contexte où, en effet, la question se pose de pourquoi est-ce qu'on doit créer un média maintenant. Et je pense que c'est important de remettre un peu des chiffres et le contexte où on parle beaucoup de crise de l'information, saturation de l'information et on parle de, je crois que le chiffre, c'est 61% des Français ne font plus confiance aux médias. Il y a un Français sur 10 qui est prêt à payer pour de l'information. Il y a aussi la crise de l'attention où les médias, ils sont en concurrence, en fait, avec tout ce qui va monopoliser l'attention, avec les messages WhatsApp que tu reçois sur ton téléphone, avec une nouvelle série, etc. Et donc, ça rend le contexte encore plus difficile et la réalité est hyper difficile aussi pour les personnes qui veulent créer des médias. Donc, je pense que ça, c'est premièrement un contexte à prendre en compte quand on se pose la question. Et aussi, une autre chose que nous, on aime bien se poser, c'est à partir du moment où on se dit, OK, on a identifié un problème, on a identifié un besoin, il y a à la fois se demander est-ce que ça nécessite un nouveau titre de presse ou bien est-ce qu'il y a un moyen d'imaginer une alliance ou de renforcer un titre existant. Je pense que ça, il y a une question aussi à se poser là-dessus. J'ai pas forcément la réponse, mais c'est à titre individuel. Et en fait, aussi, à partir du moment où on se dit, OK, ça nécessite un nouveau titre de presse, je pense qu'il y a une sous-question à se poser, c'est que sortir un peu du côté très romantique d'un média où ça va être que de la créativité, que de l'édito, mais le voir comme un projet entrepreneurial à part entière où ça nécessite de la gestion de projet, du RH, du management, de la gestion administrative, financière, enfin bref, plein de casquettes. Et donc pour moi, c'est aussi une question à titre individuel à se poser de quelle casquette j'ai envie de prendre. Est-ce que c'est OK de avoir toutes ces casquettes que je viens d'énoncer, management, blablabla, ou alors on préfère être vraiment dans la pure gestion de projet éditorial et là être rédacteur en chef, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais plus c'est vraiment je pense à un titre individuel, une question à remettre pour répondre à la question. Sur un point que t'as parlé d'alliance, on va dire, des médias. Moi, c'est un peu la question aussi que je me posais. C'était pourquoi créer davantage de médias et ne pas renforcer les médias qui sont déjà existants en essayant de créer un bloc, en sachant que moi, personnellement, quand j'entends parler de médias et notamment de médias indépendants, c'est des médias du coup alternatifs face aux médias traditionnels qui sont présents, qui
font partie d'un bloc qui est concentré et détenu par des milliardaires et qui du coup le manque de confiance aujourd'hui envers l'espace médiatique, il est notamment aussi lié à ça. Et donc ces médias alternatifs qui naissent de plus en plus, la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas essayer justement de créer cette alliance dont toi tu es en train de parler, où on peut essayer de créer un bloc dans lequel il y a une vision entrepreneuriale qui serait posée, il y a un but qui serait porté du coup par les médias en fait qui se rejoignent, parce qu'il y en a plein, par exemple plein de médias qui se disent lutter par exemple contre la concentration des médias de Bolloré, donc c'est pour ça qu'on veut exister, pour faire porter un discours qui est alternatif, mais au lieu de voir 10 autres médias naître tous les jours et du coup augmenter la surinformation tous les 4 matins, pourquoi ne pas juste essayer de s'organiser collectivement pour créer un front justement face à ce front Bolloré, je vais l'appeler comme ça pour vulgariser le front Bolloré, mais moi je pense que ce qui manque et du coup ce qui va alimenter cette surinformation et qui fait que finalement les gens se détachent davantage, c'est juste un manque d'organisation et un manque de collectif, parce qu'on arrive finalement juste avec une envie entrepreneuriale mais qui est portée de façon individualiste. Voilà. Je rejoins complètement. Pour moi, la question aussi, c'est pas de créer plus, mais vraiment créer mieux et de façon collective, en s'ancrant un peu dans un écosystème. Et là, il y a la définition de Julia Cagé sur l'indépendance des médias qui parle de sortir les médias de la pure concurrence, de la pure logique de marché pour ne plus les voir comme des concurrents. Et en fait, c'est un peu l'objectif aussi de ce festival, de montrer que la force du collectif pour réellement créer un contre-pouvoir aussi quand on parle de concentration médiatique. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à mutualiser. Et nous, c'est ce qu'on a au cœur de nos réflexions chez Médiane, de comment ne pas avancer seul déjà, créer un réseau et permettre aux personnes de créer des alliances, créer des partenariats et regrouper des sujets pour toucher plus de personnes et que ça fasse plus d'écho. Oui, du coup, ça rejoint un peu aussi ma question et peut-être l'intervention que je voulais faire. C'est est-ce que vous avez trouvé dans quels sont les modèles économiques qui marchent vraiment? Parce qu'effectivement, il vaut mieux se rassembler pour mutualiser certains coûts qui sont déjà présents. Mais sachant que le gâteau publicitaire, il est de plus en plus, c'est le même, mais il est de moins en moins distribué. On va dire, c'est le même, mais il est de plus en plus segmenté entre plusieurs médias. Donc, est-ce que vous avez trouvé des modèles qui marchent, ou comment, je sais pas, lutter contre uniquement la publicité comme revenu, ou les abonnements, par exemple. Voilà. Excuse-moi. Oui, mais merci. Je vais répondre sur 2 trucs. La première des choses pour répondre sur les milliardaires ou les millionnaires qui possèdent des médias. Loin de moi l'idée de défendre la sphère Bolloré. En attendant, les millionnaires ou milliardaires qui possèdent des médias, ils sont capables de remettre 20 millions, 30 millions, 10 millions au pot tous les ans, parce que ces médias perdent de l'argent et perdent énormément d'argent. Et en fait, faire de l'information, c'est tellement cher que on peut penser ce qu'on veut de l'indépendance des rédactions vis-à-vis de leurs milliardaires propriétaires, mais en attendant, si ces milliardaires étaient pas là, juste les titres, ils mourraient. Le Parisien a perdu 30 millions l'année dernière. Juste, il y a pas d'argent. Donc, les médias indépendants sont certes indépendants, mais ils n'ont pas cette souplesse de caisse là. Et donc, quand on n'a pas de souplesse de caisse, effectivement, il faut être très clair et très organisé sur comment on gagne des sous. Et donc, comment on gagne des sous, vous avez raison sur le gâteau publicitaire. Le problème, c'est pas tellement que le gâteau publicitaire a diminué, parce que c'est pas le cas. Par contre, il y a 90% qui sont partis chez les GAFAM, donc chez Meta, Facebook, Amazon, Meta, Google, Amazon, pardon. Et donc, il reste 10% pour les médias dans le monde. Donc, il y a plus d'argent sur la pub, ou il y en a de moins en moins. En parallèle, tous les usages sont passés sur le mobile. Sur le mobile, les formats pub sont plus petits, moins chers, moins bien rémunérés. En gros, on peut plus compter sur l'argent de la pub. Donc, on ne peut plus que compter sur 2 autres lignes de revenus. Les revenus directs lecteurs, donc les abonnements et les dons, d'une part. Et d'autre part, la diversification, ça peut être les événements, les voyages, la vente de merchandising, voilà. Et donc, quand on veut, mais bon, c'est surtout la grosse ligne, c'est les dons et les abonnements. Et donc, quand on veut faire des dons et des abonnements, il faut qu'on ait une relation directe avec les lecteurs, donc directement par rapport à avoir une relation directe avec celui qui paye, celui qui a la carte bleue. Ça, ce n'est pas possible quand l'audience, elle est complètement intermédiée par des algos sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Donc, la ligne de revenus, pour répondre à votre question simplement,
oui, on pense que l'avenir, enfin dans le secteur, que ce soit pour les médias indépendants ou les médias historiques, on pense que c'est les revenus lecteurs l'avenir. Simplement, pour avoir des revenus lecteurs, faut un lien direct. Pour avoir un lien direct, faut avoir au moins l'adresse email. Et pour avoir au moins l'adresse email, il faut pas mettre tous ses œufs sur Meta, sur les plateformes de Meta, et parler directement au lecteur. J'avais juste une question à vous parler de faire collectif. Et je trouvais que c'était super intéressant cette idée-là que finalement on est tous seuls à vouloir créer tous notre propre média, ce qui participe pas forcément à ce que les gens soient plus intéressés à la formation parce que comme tu disais il y a une surenchère, voilà. Mais du coup comment on fait? Parce que concrètement moi si demain je veux entre guillemets bosser avec un média indépendant qui vient de se monter, etc., ils vont me répondre concrètement qu'ils n'ont pas l'argent pour me faire bosser. Donc en fait entre guillemets c'est plus pour justement pallier le fait que je vais pas pouvoir travailler avec d'autres gens, que je monte mon propre truc. Et comment ça pourrait fonctionner? Est-ce que du coup ça pourrait fonctionner si c'est une association et si du coup je fais ça de manière non rémunérée? Comment est-ce que je peux rentrer on va dire dans un média qui décide de faire front et de bosser ensemble? C'est ça que je voudrais opposer en fait à cette idée-là, parce que concrètement, il y a la question de l'argent qui se pose et on peut pas tous être en association ou alors il faut faire un autre métier à côté. Mais selon moi, je me pose la question tous les jours, comment on fait collectif? Parce que en fait, c'est une question qui est, je trouve que c'est une question qui est très souvent posée et c'est une question sur laquelle finalement personne ne s'attarde réellement, parce qu'en fait, personne ne s'attarde, selon moi en tout cas, dans le sens où oui. Enfin, par exemple, moi je suis étudiante, nombreuses sont les personnes qui souhaitent trouver une alternance, par exemple, dans un média et qui galèrent à pouvoir le faire, et donc qui se posent la question, finalement, comment je fais? Est-ce que je m'arrête pendant un an pour créer mon propre média aussi? Tout ça, c'est une question forcément qui va se poser. Et donc moi, ce que je me dis en tout cas, c'est que la question de l'organisation, et quand je parle de faire collectif, ça ne s'arrête pas juste au côté associatif ou uniquement des journalistes, parce que du coup, comme vous le disiez, en fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il faut aller chercher les gens qui ont l'argent justement pour venir financer ces différents médias-là, et que ces médias-là arrivent à s'organiser. Mais quand on parle d'organisation, c'est pas uniquement la branche médiatique, c'est une branche en fait il y a la branche économique qui doit réussir faut essayer de créer des ponts finalement entre des acteurs économiques, entre des personnes qui détiennent les sous et qui ont aussi le même but que les personnes qui mettent en place ces médias-là. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est forcément clair. J'ai pas la réponse en tout cas à cette question-là, mais c'est quelque chose, je pense, sur lequel on devrait peut-être un peu plus s'attarder et réfléchir à justement comment on crée réellement front en essayant d'apporter la question de l'argent, parce que je trouve que dans ce milieu-là, justement, on pense pas suffisamment au côté économique, contrairement à de l'autre côté, par exemple, la frange Bolloré, qui eux, ils ont l'argent, ils vont l'utiliser, ils vont aussi chercher les gens qui ont l'argent, du coup, ils vont pouvoir l'utiliser. Mais je trouve que du côté des médias indépendants et même au niveau de l'associatif, on se pose pas suffisamment la question de où est-ce qu'on va chercher l'argent, comment on va chercher l'argent, et voilà, hormis les appels à projets et tout ce qui s'ensuit et tout. Et je suis d'accord que c'est une question qui est assez compliquée, et on l'a dit souvent, mais en fait il n'y a pas vraiment de solution. Après il y a aussi la question de s'entourer, et en fait pour ne pas avoir le sentiment de complètement avancer seul, et là il y a des organisations comme même le SPIL, COP Média, qui un peu créent le sentiment de vont répondre à tes questions, et en fait ne pas avoir le sentiment de juste créer ton projet entrepreneurial seul. Nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec la formation, où on fait connecter des porteurs et porteuses de projets qui ont leur projet seuls, et en fait, comme ça, elles vont s'entraider entre elles, se donner des bonnes ressources, avoir un regard extérieur, etc. Et en fait, rien que ça, bon, c'est vraiment minime parce que on parle pas de modèle économique conjoint ou quoi, mais ça va permettre de créer un élan aussi et imaginer des choses. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur les questions de modèle économique et aussi sur la dimension collective à partir de ma propre expérience, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des sociétés de production de podcasts indépendants. Et justement, à propos du modèle économique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas qu'une question de viabilité du média, mais c'est aussi une question de ligne éditoriale. Parce que ce qui s'est passé dans le champ du podcast, c'est que comme c'est un statut un peu hybride, qui est ni un objet culturel, ni tout à fait un objet journalistique, du coup, le secteur s'est énormément reposé sur la publicité.
Et après, quand effectivement de plus en plus d'acteurs sont arrivés dans le secteur du podcast, il a fallu partager ça entre plein de personnes et ça a énormément influencé la ligne éditoriale des médias qui s'étaient lancés avec de super beaux projets féministes, hyper créatifs, hyper innovants. Et finalement, petit à petit, on a vu que ça avait complètement changé là-dessus. Donc c'est aussi un truc à avoir en tête sur long terme. Et par rapport à la dimension collective, j'aimerais bien insister aussi sur un autre aspect qui est que, en fait, je pense qu'il y a pas mal de créateurs et créatrices de médias qui n'ont pas forcément en tête, lorsqu'ils créent leurs médias, qu'ensuite ils vont être responsables d'une équipe, si vraiment ce sont eux qui sont à la tête, et souvent qui vont avoir une idée super brillante, mais qui n'ont pas forcément envie de gérer des équipes ou qui sont pas forcément à l'aise là-dessus. Et du coup, c'est très important d'être bien accompagné ou bien entouré pour pas créer un mal-être ensuite vis-à-vis des autres journalistes. Et la question de modèle économique, elle est aussi importante par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir les reins solides pour pouvoir payer correctement des équipes et pas contribuer à précariser davantage la profession. Et ça d'ailleurs, juste pour rebondir, je pense qu'on peut aussi répondre à pourquoi crée-t-on des nouveaux médias par ce dernier point où il y a beaucoup de personnes qui ont été dans des rédactions où ils étaient mal payés, mal managés, etc. et du coup qui veulent créer leurs propres médias face à ça. Donc c'est aussi pourquoi crée-t-on des nouveaux médias, c'est aussi pour cela. Et je vais juste faire un tout petit shift sur. Je regarde s'il y avait d'autres questions et tout. Mais on a parlé de surinformation. Et est-ce que créer des médias, c'est pas encore refaire de la surinformation? Parce qu'il y a plein d'infos qui arrivent. On en parlait tout à l'heure rapidement, mais il y a plein d'infos. Est-ce qu'on doit toutes les traiter? Et du coup, est-ce que créer un nouveau média, c'est pas refaire de l'information? Vous avez 3 heures. Personnellement, je considère que si. Je considère que si. Après. Comme on le voit, il y a des médias encore une fois qui se spécialisent dans certains domaines. Il y a des médias par exemple qui vont parler qui vont essayer de se focaliser plus sur l'écologie selon la ligne éditoriale. Il y a des médias qui vont pas forcément se ressembler et il faut peut-être qu'il y ait des médias qui traitent plus de ce sujet et plus que d'autres. Mais si on voit que moi par exemple sur la question tout à l'heure on m'avait dit oui, s'il y a le Bondi Blog qui existe pour parler des quartiers populaires, pourquoi est-ce qu'il y aurait un autre média par exemple qui parlerait aussi des quartiers populaires? Mais on le voit bien aussi que c'est pas traité de la même façon, c'est pas traité au même endroit. Par exemple, il y a la question aussi, un média qui veut parler la question des milieux populaires et précaires. Il y a la question des milieux populaires et précaires dans les quartiers populaires, mais il y a aussi ça dans les territoires ruraux. Et du coup, il faudrait aussi qu'il y ait peut-être un média qui a une fixette un peu plus sur les territoires ruraux et d'autres sur les quartiers populaires. Donc en fait, ça dépend l'objectif et la ligne éditoriale aussi du média. Aussi, je pense que quand on parle des nouveaux médias, les nouveaux médias généralistes qui vont concurrencer le monde, il y en a très peu. On parle beaucoup de nouveaux médias, ça va être des médias de niche ou communautaires et donc qui vont s'adresser à une communauté très précise, à un besoin très précis. Donc, c'est peut-être parce que c'est des personnes qui se reconnaissent pas actuellement dans l'offre médiatique actuelle. Donc, est-ce que elles et eux vont avoir le sentiment d'être surinformés ou alors vont avoir le sentiment de enfin un média qui répond à mon besoin? C'est pas une réponse directement à ce qui vient d'être dit, mais par rapport à l'aspect collectif précédemment évoqué, je pense que typiquement un événement comme ce soir peut être aussi un moment, parce que j'ai l'impression qu'on est plein à du coup se poser un peu les mêmes questions, à être des journalistes pigistes en galère, pour en fait créer du lien, quoi, réseauter comme on dit mochement, et je pense que ça peut être je sais pas comment ça se passe si on fait tourner une feuille ou quoi, mais moi je serais chaud quoi en fait de faire du lien parce que je me sens bien seul également quoi. Voilà. Mais aussi c'est sur la question de la faisabilité. Il y a pas mal de 4 ou 5 médias qui avaient lancé un hors-série début février sur un hors-série contre généralement attaque d'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous c'est une bonne pratique qui pourrait être pérennisée? À quel point est-ce que c'est faisable, etc. Moi, je suis pas du tout dans le milieu, donc je m'interroge plutôt sur la dimension politique, quoi. Pour moi, c'est une super bonne idée parce que là, c'était 5 médias. Je crois que c'était l'Humanité, Blast, Street Press, etc. Et en fait, ça permet d'aller toucher d'autres audiences. Ils vont, l'audience de Street Press, elle va aller découvrir un autre média qu'ils connaissaient pas. Donc, ça, c'est typiquement un exemple de mutualisation. Et aussi, ils ont mutualisé leurs ressources. Chacun a du coup mis un petit peu pour créer un bel objet. Donc, pour moi, c'est un super bon exemple de projet qui marche. Et je pense
aussi qu'il y a plein de contenus qui peuvent être mutualisés. Et je sais aussi que, par exemple, pour les 20 ans de Ziad Ebouna, le Bondi Blog et Basta avaient collaboré ensemble pour revenir sur la question des violences policières depuis 2005. Et moi qui connaissais pas forcément le média Basta, justement, le fait de suivre le Bondi Blog et de voir qu'ils ont collaboré avec eux là-dessus, ça m'a permis du coup de voir un peu ce que faisait Basta et de se dire que tiens, il y a un média aussi qui fait ça, et que si je cherche de l'information par rapport à tel sujet, je peux me diriger plutôt vers Basta aussi. Et dans les autres exemples de ce type, il y avait Presse Libre, j'ai oublié je me souviens plus exactement du nom, mais en fait c'est un abonnement collectif entre plusieurs médias et à un prix réduit, je sais pas si vous avez le nom, bref. Et ça pareil, c'est un super exemple de permettre de réduire les coûts d'un abonnement et de pouvoir s'abonner à différentes offres médiatiques et créer de la mutualisation. Une question, pardon, je l'avais pas vu. C'est juste pour répondre, je pense que aujourd'hui, on sait tous que le combat, par exemple, notamment face à l'extrême droite, il pourra fonctionner uniquement si on mutualise les luttes. Donc, c'est pour ça que quand vous parliez du fait de faire collectif, notamment dans le monde médiatique, je pense que c'est hyper important de prendre ça en compte, tout simplement parce qu'en fait, c'est de cette manière-là, en allant toucher d'autres publics, en comprenant que, en fait, la lutte, elle est intersectionnelle, que on pourra faire front, avancer, etc. Bien sûr, il y a un côté économique que moi je maîtrise pas du tout parce que je suis pas dans le milieu, mais je pense que aujourd'hui on peut pas juste créer un média pour rassembler une communauté. Il faut que derrière il y ait aussi une volonté de visibiliser la cause à d'autres personnes, pas uniquement créer des petites bulles. Il faut rassembler tout le monde parce que le combat, il faut qu'on se l'approprie, qu'on connecte les gens, qu'on connecte les luttes, et il y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Voilà. Drop the mic. Oui, bonsoir. Je plus sois ce que tu viens de dire, parce que depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est beaucoup prêcher des convaincus en allant directement dans les bulles. Et c'est ça, moi, qui m'embête un peu. Puis j'entends un média pour telle niche. Donc, presque, j'entends aussi, il n'y a pas de point de comparaison. Et tout ça, ça me fait un petit peu peur. Du coup, est-ce que on en a déjà un petit peu parlé, il y a des médias qui se rassemblent à certains moments, mais effectivement, ça soulève la question de qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour prêcher des non-convaincus. Enfin, ou en tout cas pour aller chercher des personnes qui ne liraient pas tel média à la base. Voilà. Ça va être une discussion entre nous deux en fait. Non mais je pense que c'est hyper important dans le sens où on l'a vu par exemple aux élections municipales, on va toujours aller chercher les mêmes personnes. Ça veut dire que les partis politiques, ils vont toucher uniquement une certaine catégorie de personnes. En fait, même là dans la salle, je vous entends depuis tout à l'heure, il y a que des gens du milieu journalistique, enfin quasi à part moi peut-être, mais en tout cas je trouve que c'est pas triste, au contraire c'est bien, ça montre qu'on a envie de se rassembler, de voir comment on réfléchit, etc. C'est hyper important d'avoir ces moments-là. Mais maintenant qu'on s'est dit ça, maintenant que on entend qu'un tel veut créer son média pour tel sujet, etc. Je trouve en fait que on est là à critiquer l'individualisme, mais en fait on fait la même chose. Ça veut dire, on dit j'arrive pas à gagner des sous dans ce média, ou alors je suis pas assez rémunéré, donc je vais créer mon propre média. Mais t'en parlais tout à l'heure assez justement. En fait, c'est impossible de se faire ses thunes aujourd'hui en créant son propre média parce que faut être implanté, parce que faut avoir les fonds, etc. Donc aujourd'hui, maintenant, comment on fait concrètement pour tous se rassembler, pour justement aller chercher d'autres personnes qui elles se sentent pas représentées, mais pas parce que je sais pas, elles sont noires, elles sont homo, elles sont j'en sais rien. Pas pour ça, juste parce qu'en fait c'est des personnes qui subissent la boulimie de l'information, se retrouvent pas, comprennent pas comment on va faire en fait pour aller de l'avant, créer un nouveau monde, etc. Mais pas individuellement, ça fonctionne pas comme ça. Faut créer un nouveau monde ensemble, mais pas en créant plein de petits médias, juste en essayant d'aller de l'avant, proposer de nouvelles idées, des nouvelles sphères de lutte, mais tous ensemble, pas en excluant certains types de lecteurs, d'auditeurs, que sais-je. Donc je pense que c'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Bien sûr, il y a la dimension économique, encore une fois, mais je trouve que c'est trop dommage de mettre des personnes sur le côté, alors qu'en fait, quand on demande dans notre entourage, tout le monde veut se battre. En vrai, on a tous la même idée. C'est-à-dire qu'à part les extrémistes du RN, en vrai, on a tous les mêmes volontés. Donc là, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. 2027, c'est demain, hein. Donc moi, je trouve que c'est bien, c'est beau et tout de se poser plein de questions, mais en vrai, faut agir ensemble, il faut agir au plus vite sans passer par quatre chemins. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Enfin, je trouve ça hyper beau que chaque communauté ait accès à son propre média et que chaque média puisse adresser sa niche. Mais il faut aussi qu'on ait une table commune à laquelle on puisse se retrouver. Et pour ça, il y a des règles en France qui existent. C'est les règles du pluralisme. Et les règles du pluralisme,
il faut d'une part les faire respecter dans les médias qui existent, mais aussi les étendre aux nouveaux espaces médiatiques qui existent. On parle de bulles de filtre, de choses comme ça. Il faut aussi pousser pour que sur les interfaces qui nous connectent à l'information, comme les applications, enfin voilà, sur Insta et tout, on ait un pluralisme algorithmique qui puisse nous exposer à différentes sources d'informations. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui permet la viabilité économique des petits médias. Parce que si tout un chacun a accès à des médias auxquels il n'aurait pas forcément accès, alors, enfin, là, on peut, démultiplier son audience. Donc, enfin, voilà, il faut se battre à nouveau pour le respect du pluralisme, à la fois dans l'audiovisuel plus particulièrement, et aussi, sur les plateformes. Et du coup, ça, faut faire de la politique pour ça, si je peux me permettre, parce qu'en vrai, oui, pour pouvoir permettre de créer des ponts et des connexions, on voit bien qu'aujourd'hui, les médias, on peut plus s'arrêter à la télé, on peut plus s'arrêter du tout à la presse écrite. La plupart des choses, ça se fait énormément sur les réseaux sociaux. Les gens s'informent énormément sur les réseaux sociaux, mais quand on a des interfaces comme Instagram, TikTok ou autres, où on est enfermé dans des bulles de filtre et dans des algorithmes qui font qu'on ne voit que justement des informations qui nous conviennent à nous, et c'est très compliqué d'aller parler aux personnes finalement qui ne sont pas intéressées par les sujets qu'on porte. Et donc pour faire ça, il faut mettre une certaine pression et il faut aussi essayer de se lier. C'est pour ça que moi je parle de connexion avec des acteurs économiques, mais connexion aussi avec des acteurs politiques pour pouvoir essayer de mettre la pression justement avec ces grandes entreprises, parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de connexion entre les différents secteurs, les médias pourront mener leur lutte, mais ça n'aboutira pas s'il n'y a pas de solutions aussi politiques qui sont apportées, s'il n'y a pas de solutions économiques aussi qui sont apportées. Tu parlais de se reconnecter avec les gens, enfin je crois. Non, tu disais il faut en gros que ça passe moins par les algorithmes. Est-ce que ça veut pas dire qu'il faut favoriser des médias locaux déjà premièrement, mais que ce soit je crois qu'on n'a pas trop répondu sur la question de est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il faut continuer de créer des nouveaux médias, mais c'est pas grave. Mais par contre sur cette question-là de se reconnecter avec les gens, d'aller chercher des nouveaux lecteurs, il faut que ça passe par des médias locaux, et en l'occurrence créer des nouveaux médias locaux, pour moi ça pourrait être une des solutions, parce que justement c'est pas France 3 enfin no offense parce que je bosse là-bas, mais enfin non mais sérieusement, parce que ça va être ça va passer par ça va aussi passer par le contact humain, et peut-être arrêter de faire des nouveaux médias qui sont que numériques. Peut-être se dire qu'il faut relancer des choses, alors je sais pas sur le papier, mais enfin, vous voyez, reconnecter, aller à des événements, aller voir les gens, faire des forums, aller voir des associations, avoir peut-être un pied-à-terre ou j'en sais rien, un petit bureau ou des choses comme ça, et pas juste numérique. Parce qu'à mon avis, enfin, je sais pas, mais quand on parle de nouveaux médias, j'ai quand même l'impression que la plupart des nouveaux médias dont on parle, c'est uniquement sur le numérique que ça se passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de locaux, il y a rien, il y a une seule personne derrière son écran qui crée son truc chez lui et qui va pas forcément à la rencontre de ses lecteurs. Attends, très rapidement. Je pense que là-dessus, je saurais pas trop m'étaler sur tous les autres médias, mais par exemple pour Urban Street Reporter qui a ses locaux, qui a aussi à la base son endroit de niche qui est situé à Garges-les-Gonesse. Ça veut dire que les premières personnes qu'ils allaient montrer lorsqu'ils voulaient parler de leur sujet, ils allaient se diriger vers les habitants de Garges-les-Gonesse. Et donc je pense par rapport à ce qu'elle disait sur le fait de comment on arrive à créer, on va dire, de la pluralité et s'adresser à des personnes qui ne sont pas convaincues, pour ça faut aussi du coup partir dans d'autres endroits. Donc c'est bien, faut forcément quelque chose de local, ça c'est sûr et certain, mais des fois faut aussi pouvoir porter d'autres sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui sont uniquement locaux, pour visibiliser justement ça à d'autres personnes. Parce que moi par exemple qui vient d'un quartier populaire mais qui ne connaît pas forcément les réalités des gens qui habitent dans les territoires ruraux, je pense que si j'avais accès aussi à l'information qui vient des territoires ruraux, ça impacterait peut-être l'image que j'ai aussi de ces milieux-là, mais comme l'information ne me vient pas parce que je ne viens pas de cette localité, c'est très compliqué. Du coup je pense que l'enjeu c'est comment justement on arrive à créer des ponts pour accéder à cette information-là. C'était plus ça. Et juste pour compléter, pour les médias locaux, c'est justement pour moi ce dont on parle quand on parle aussi de nouveaux médias, en parlant de médias de niche. Et rien que, je prends l'exemple de notre formation Créer un média, mais les nouveaux médias, nous qu'on a accompagnés, il y a certains qui sont là, mais il y a Grand Format en Normandie, il y a Facto dans le Limousin, l'Arlésienne à Arles. Enfin bref, c'est plein de petits médias qui vont être hyper locaux et qui permettent de amener des personnes qui vont
rentrer par le biais de leur région, de leur territoire pour aller vers l'information. Avant, il faut pas négliger que la PQR, c'est hyper lu quand même. Toute la presse régionale écrite, c'est hyper lu quoi. Donc l'ancrage local est hyper important pour tout, en tout cas pour le rural quoi. Oui, dans ce sens-là, je voulais aussi ajouter que comme toi, moi j'ai pas un profil de journaliste, je suis pas du tout journaliste, et il y a aussi tout un tas de métiers qui peuvent exister pour justement, par rapport à ce contexte d'infobésité comme on l'appelle, il y a aussi tout un travail de médiation à faire. C'est simplement faire connaître le travail déjà existant de super journalistes ou de super médias indépendants, et ça en vrai ça se joue aussi au niveau de l'école. Il y a des profs qui font ce travail admirablement, ça se joue aussi dans les médiathèques, et du coup il peut aussi y avoir tous ces corps de métier sur le terrain qui participent, et c'est chouette d'arriver à créer ce genre d'interaction justement avec les rédactions pour pouvoir en fait contribuer à diffuser ce travail et ces infos, et c'est aussi un endroit où on peut mener ce combat justement pour une information de qualité et indépendante. Pour rejoindre ce que tu dis, moi je suis pareil, je suis pas dans le milieu journalistique. Je vais donner mon expérience personnelle avec les médias. Ça fait des années que j'ai arrêté de les regarder, de les lire. J'en mange plus du tout. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ça veut dire peut-être aussi comment consommer l'information. C'est quelque chose qui peut être sensibilisé effectivement dans un milieu éducatif. Comment moi je consomme l'information du coup, comment elle arrive jusqu'à moi, par les oui-dire. À l'ancienne, j'entends des gens parler sur des sujets, je me dis c'est pas possible, c'est pas vrai, parce que souvent c'est l'effet que ça me fait malheureusement. Et après, je vais chercher moi-même sur des plateformes sur internet, ou alors dans des dossiers de magazines un peu je sais pas, comme le Courrier International, voilà, des choses où il y a des dossiers un petit peu plus poncés. Et je vais essayer de croiser les informations, mais c'est une galère, et j'ai pas là, et j'ai en plus d'avoir l'impression de pas faire confiance à ce que je trouve comme info, j'ai surtout l'impression de pas avoir moi-même assez de connaissances pour être en mesure d'intégrer ces informations. Je sais pas si c'est clair. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi l'histoire de le rapport à l'information. Parce que là on n'arrête pas de dire comment il vient à nous, mais moi je dirais plutôt comment nous on décide d'aller vers l'information, et quelle information nous intéresse. Excuse-moi, je suis en train de te saucissonner. Je voulais dire que ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que vous parlez de la presse régionale et locale. C'est non seulement la presse la plus lue, mais aussi une des presses les moins décriées. Ça veut dire que généralement, on a un rapport avec le journaliste local qui est beaucoup plus amical, qui est beaucoup moins suspicieux, tout simplement parce que le journaliste local, il va avoir conscience des réalités du terrain. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Aïna, que toi, par exemple, tu t'es plus familière, par exemple, avec le milieu des quartiers populaires, etc. Là où tu le serais moins avec le milieu rural. Et du coup, je pense que justement, en créant un média, le but, c'est de sensibiliser une cause, ou une part de l'information qu'on veut mettre en lumière, mais c'est aussi prendre en compte le fait que il y a plein de personnes, et tu le disais, qui sont pas nécessairement soit attirées par les médias, soit qui n'ont pas les outils juste pour y aller, parce que les personnes, par exemple, dans le milieu rural, et moi j'en viens, du coup je sais aussi de quoi je parle, en fait on se sent pas du tout concerné. Un endroit comme celui-ci où on peut se réunir, on peut discuter comme ça, il y a ça qu'à Paris. Enfin, je veux dire, on est énormément privilégié d'avoir ça ici. Des médias, oui, c'est sur internet, oui, on peut y avoir accès de nos téléphones, mais en fait il nous faut aussi une présence. C'est-à-dire que là, nous, on se sent compris, etc. C'est bien. On est tous ensemble, donc on a ce privilège-là. Mais en fait, les médias doivent aussi aller vers les gens, et c'est bien de vouloir mettre en lumière une cause, mais on peut pas la mettre en lumière, comme tu disais, juste de notre bureau, sans être sur le terrain, sans aller voir les personnes, etc. Parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui ont besoin de se faire entendre, qui ont besoin d'être comprises, à qui on doit donner la voix, je pense. Et du coup, je trouve que c'est limite hypocrite de vouloir créer un média, si en fait derrière il n'y a pas cette volonté là, parce qu'en fait oui on doit rassembler, mais pour rassembler faut justement aller vers les personnes et pas attendre que ce soit celles-ci qui viennent à nous, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a le problème de l'algorithme,
Et ça veut dire que moi demain, si je consomme qu'un type de contenu, et ben bien sûr que je vais pas toucher à toutes les informations. Et donc du coup, toi peut-être que tu as le temps par exemple d'aller croiser les sources, etc. Mais le but d'un média, c'est aussi de vulgariser, c'est aussi de faire naître une information en laquelle on a confiance, etc. Donc moi je trouve que c'est trop les idéaliser, de se dire que bah oui, on peut aller croiser les sources, oui, on peut vivre dans une bulle où on n'a pas envie de s'informer, etc. Mais soit en fait juste on n'est pas informé sur ce qui se passe à côté de chez nous parce que bah il y a pas de médias, soit juste bah en fait on n'a pas le temps et du coup les informations dans lesquelles on croit, c'est celles qu'on écoute, auxquelles on donne du crédit, alors que ça se trouve elles sont même pas vérifiées, ça se trouve elles nous concernent pas. Et je trouve du coup que bah c'est vraiment une mentalité de privilégié de penser comme ça. C'est pas offensant envers vous, c'est juste que je pense que on a trop de chance de pouvoir parler ensemble, mais ça représente vraiment un pourcentage minime en fait de ce que les gens pensent et de ce que les gens consomment. Non, j'écoutais, ça me donne plein de Okay. Vas-y. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi personnellement, j'ai pas envie que les médias viennent à moi. Je veux qu'ils me foutent la paix, j'en peux plus. C'est ultra anxiogène. Arrêtez, foutez-moi la paix. Je suis désolée, mais c'est vraiment, ça fait des années et je m'en porte beaucoup mieux. Voilà, c'est ultra anxiogène. Et même si c'est pas anxiogène, en fait, je veux être maître de ce que je décide de recevoir comme information. Et pour ça, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une plateforme où, par exemple, il y a du pluralisme qui est assuré avec une espèce de label qui serait créé par exemple comme ça où sur cette plateforme je pourrais savoir quel journal n'est pas, alors je suis pas non plus naïve, mais bon, avec un minimum de biaisé, enfin qui respecte en fait certaines règles, voilà. Et ça alors par contre j'ai complètement conscience que c'est un caprice de bourgeoise, mais mais en tout cas ça serait déjà plus agréable. Juste pour rebondir exactement là-dessus, moi je sors tout juste d'un stage chez Reporters sans frontières et ils avaient développé un label comme ça qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, et en fait c'est un audit totalement indépendant. C'est les médias qui soient tout petits ou qui soient énormes peuvent en fait faire certifier leur processus de création journalistique. C'est absolument pas lié au contenu éditorial de ce qu'ils produisent, mais c'est est-ce qu'il y a des journalistes qui sont formés, enfin combien il y a de journalistes dans la rédaction par rapport est-ce qu'il y a quel est le processus de vérification des sources, de l'information. Et ça peut être, il y a plein d'autres solutions comme ça qui existent, mais ça peut être un moyen pour un peu sortir de cette infobésité, parce que au moins on aurait quand on est sur je sais pas Twitter ou ailleurs, on aurait un petit label à côté de la source d'information. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement décrié il y a pas si longtemps, notamment par les médias Bolloré, où ils disaient voilà, on veut totalement ça avait été repris par Macron, qui supportait plutôt cette idée-là, mais ça avait été repris. Le gouvernement veut labelliser l'information, et c'est pas ça en fait. C'est pas ça parce que c'est un processus totalement indépendant qui passe pas du tout par les pouvoirs publics. Et il faut en fait que les journalistes, que des associations de la société civile, ensemble réfléchissent à des solutions comme ça. Ça peut être par des comités de déontologie, ou des conseils de presse, avec des professionnels du secteur, mais qui donnent des clés aux citoyens. Et ça peut être un outil où aussi on va voir les gens avec ça. Parce qu'il y a vraiment et je rejoins totalement Madame là-dessus. Il faut vraiment que ces outils-là, bien sûr, ils sont intéressants et ils peuvent être une première pierre. Mais si on va pas chercher, si on va pas expliquer à des gens qui sont en fait totalement déconnectés de l'information à quoi ils servent, en fait, on aura toujours soit des gens qui sont dans des déserts informationnels, soit des gens qui ont une anxiété informationnelle. Je te rejoins de ouf sur ce que tu dis. Ça serait trop bien que ce soit mis en place, en vrai. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que, pour revenir à l'information même de base, moi j'ai vu ça du coup à l'école. La circulaire de l'information, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, on a un gros problème déjà avec l'information, c'est que c'est toujours la même. Elle tourne
dans une boucle, que l'information qui va aussi être, qui va nous être apportée notamment très souvent par les médias traditionnels, ça va être l'information qui va faire l'événement le plus possible, parce qu'aujourd'hui aussi, notamment les médias traditionnels, moi personnellement, je les considère plus comme des médias fiables en termes d'information, mais beaucoup plus comme des médias qui, en fait, qui marchent beaucoup par rapport à l'audience. Et donc, on va chercher l'information qui va attirer le plus de personnes devant la chaîne de télé ou derrière les postes d'écoute. Et donc, pourquoi je me fierais à un média finalement qui ne cherche juste à attirer que des personnes et non pas juste à m'informer. Et il y a un gros problème du coup là-dessus, c'est que par rapport à l'information, il y a dans les rédactions, il y a très peu de journalistes maintenant quand ils vont rapporter l'information qui se sont déplacés sur le terrain pour apporter l'information qu'on verra à la une. C'est des informations qui vont être retransmises par les agences de presse et du coup la question de la vérification des sources, la question de comment je vais recouper mes sources, très souvent quand moi je vais regarder ce que France Info a dit, ce que BFM a dit, ce que le Figaro va, le Figaro va dire, les éléments de langage vont être les mêmes, l'information va être la même parce que en fait ça tourne dans une boucle infernale et ça s'arrête pas. Et donc déjà il y a une question sur même la formation journalistique, jusqu'où on remet la question du terrain dans les formations journalistiques pour que l'information qui nous soit transmise elle soit fiable et qu'on puisse du coup à partir de ce moment-là essayer de recréer un minimum de confiance vis-à-vis des lecteurs et du monde journalistique, du coup des journalistes et des médias et du coup ça c'est quelque chose sur lequel faut vraiment se pencher parce que à force de regarder forcément que le moyen du coup qui est le média et pas les journalistes et la manière dont on va nous apporter l'information, et on se retrouve finalement avec des informations, des fake news, des choses qu'on nous rabâche à tout va et ça crée justement ce manque de confiance. On se retrouve dans un environnement qui devient anxiogène et moi personnellement je suis dans le monde du coup des médias et c'est ce que j'étudie, mais en vrai j'écoute pas les informations aussi et je fais la même méthode que vous. Dès que j'entends quelque chose je me dis ah tiens il s'est passé ci, c'est là où je vais me diriger du coup vers les médias pour l'écouter parce que à force d'entendre des choses qui sont tout le temps négatives et en fait ça nous en dégoûte, finalement on veut plus s'informer sur rien. Et par exemple avec Urban Street Reporter, nous ce qui est aussi important quand on parle des quartiers populaires, c'est pas parler de faits divers, faits de société et tout plein de choses, c'est une de nos intentions par exemple c'est de mettre en avant des initiatives citoyennes très souvent positives et de se dire que tiens il y a des choses positives aussi qui se font dans la vie qui sont hyper intéressantes à savoir. Par exemple récemment je suis partie couvrir un événement, c'était un tournoi humanitaire porté par des jeunes de quartier pour récolter des fonds pour aller créer des forages dans d'autres pays dans le besoin. Et en fait j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était qui se font énormément. En fait, on n'en a pas connaissance et ça faisait du baume au cœur de voir en fait ce genre d'initiative et de se dire qu'en fait l'humanité qui existe aujourd'hui, c'est pas juste la guerre, c'est pas juste les armes, c'est pas juste les prisons, la politique et les politiques qui s'insultent. C'est aussi des humains qui portent des choses qui sont qui sont beaux à voir et je pense qu'il faut aussi essayer de trouver une façon de regarder vers ça. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce truc de label. Je pense que ça pourrait être vraiment une solution sur le problème justement de l'infobésité, tout ça, des réseaux avec énormément d'informations. S'il y avait un label, effectivement, déjà ça permettrait de, en fait, finalement, par rapport au titre de presse, c'est ok, ça va donner un point de vue un peu éditorial, mais le fait qu'il y ait ce label, on sait quand même que c'est réel, on peut s'y fier, etc. Pour moi, ça serait une super solution et je comprends pas pourquoi ça a été autant. Voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je pense qu'en tout cas, l'idée fondamentalement est bonne et elle devrait être réfléchie. Tu disais un truc sur pas par rapport au label, mais plus par rapport au fait de pas trop faire confiance à des médias qui font beaucoup d'audience et qui vont aller justement chercher à faire de l'audience et pas nécessairement à informer sur, on va dire, des sujets qui pourraient être intéressants et qui vont laisser de côté parce que ça va pas, on va dire, faire de l'audience. Le problème, c'est que on revient sur cette question pour moi, de modèle économique. C'est que c'est assez compliqué de dire je ne fais plus confiance aux médias qui veulent faire de l'audience parce que tous les médias veulent faire de l'audience parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent et c'est ça qui leur permet de survivre. Donc c'est un peu ambivalent. C'est soit il faudrait qu'on sorte les médias de ce système, encore une fois, de ce qu'on disait, de cette économie de marché, et les sortir et j'en sais rien, fonctionner uniquement au don ou quoi que ce soit. Mais en fait, vu que c'est encore le cas, pour moi c'est un peu compliqué de dire voilà, je ne veux plus croire les médias parce qu'ils cherchent à faire de l'audience. Ils le cherchent, tu le sais, parce que il faut qu'ils fassent de l'argent, quoi. Voilà. Et juste un dernier point sur ce que vous disiez sur le fait d'avoir une plateforme qui permettrait de voir, en fait, d'avoir une prise de recul sur les différents médias, les différents sujets qu'ils ont traités et si plus ou moins c'est traité on va dire sur un arc politique, si c'est plus ou moins traité d'un point de vue de droite ou de gauche ou des choses comme ça. Il y a un site comme ça qui existe qui s'appelle Blind Spot et qui permet, alors par contre ça concerne uniquement la presse anglo-saxonne et américaine, mais ça permet de voir, tu vas sur le site, t'as 4 photos, c'est les 4
on va dire, grosses images, grosses news de la journée, etc. Et ça va te mettre un curseur qui te dit si c'est plus ou moins traité, on va dire, par la partie presse de gauche ou par la presse de droite. Et déjà, ça permet de se rendre compte qu'il y a des sujets qui sont complètement occultés, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va dire, et d'autres, justement, qui sont très mis en avant. Enfin, voilà. Et je trouve que ça, c'était assez intéressant comme innovation, on va dire, cette plateforme. Moi, c'était plus pour revenir sur ce que tu disais, faire front, comment on peut faire front commun aussi face à 2027. Et ça me donnait une idée sur la question des publications croisées entre plusieurs médias. Est-ce que des médias, par exemple, de quartier populaire, type Bondi Blog, etc., et le tien, donc, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Comment il s'appelle ? Urban Street Reporter. Urban Street Reporter. Et des médias locaux aussi, mais de territoires ruraux, pour aussi lutter contre des stigmatisations et des clichés qui s'alimentent à la fois dans les territoires... les vues de quartiers populaires sur les territoires ruraux et les vues des territoires ruraux sur les quartiers populaires, et arriver aussi à décloisonner parce que tu vois, je peux me demander combien de personnes de territoires ruraux s'informent via le Bondi Blog, j'en sais rien, mais je pense peu, et inversement. Et du coup, je pense que ces publications communes ou ces traitements de sujets communs, ça peut aussi aider à faire front commun face à l'extrême droite, mais à aussi plein de choses. Ça peut être une idée. Après, voilà, je pense que dans la pratique, c'est plus compliqué à mettre en place que ça, et qu'il y a plein d'enjeux et que ça a déjà été pensé sûrement, mais... Et je pense que oui, ça c'est des réflexions qui sont déjà posées, c'est plein de réflexions qui sont déjà posées, notamment avec plein de médias, que ce soit, par exemple, j'entends parler de personnes, par exemple du média de Bouscapé, par exemple, qui est un média rap, mais qui est aussi un média qui parle des cultures populaires, de culture de société, qui souhaite porter des sujets avec Politis, par exemple, le Bondi Blog qui s'est rapproché de Reporter, pareil, et en fait, ce truc d'essayer de mutualiser, je pense que c'est déjà que certains médias en tout cas l'ont déjà en vue, mais sur cette question de faire front, il y a la question des médias, mais les médias ne sont pas tout, et forcément il faut essayer de créer du lien aussi direct avec les gens là-bas, et ça c'est une question d'organisation, certes, avec des acteurs médiatiques, mais avec des acteurs associatifs, des acteurs locaux, parce qu'en réalité c'est pas parce qu'une personne a ouvert, c'est pas uniquement à cause de l'information que des personnes vont se retrouver à voter chez un certain parti en 2027. C'est pas uniquement ça, mais c'est vrai que ça va jouer ces trucs, porter un regard qui est différent en essayant de se mobiliser, en essayant de créer davantage de liens avec des médias locaux, par exemple dans les territoires ruraux ou autres. Mais en vrai de vrai, toute cette question-là, c'est un plan médiatique, un plan politique, associatif, et sur lesquels il faut vraiment se poser pour 2027. En vrai, on se rend compte aussi que, par exemple, les territoires ruraux, certes, il y a des personnes qui vont qui vont plus se pencher vers l'extrême droite, mais que ça se fait aussi énormément, même dans les grandes villes, où les enjeux en fait deviennent tellement plus compliqués avec le temps, que la question elle doit être encore plus profonde, je pense. On arrive à la fin. Tu veux dire un dernier truc, Sixtine? Créer des médias si vous trouvez un problème, un manque dans l'espace médiatique. Le contexte est difficile, mais entourez-vous, et bon courage. Eh bien, merci sur ces beaux mots. Vous pouvez les applaudir, et pouvez aussi vous applaudir. Je sais qu'il y avait encore d'autres mains levées. On aurait pu continuer encore pendant une demi-heure, mais je me dois d'arrêter maintenant. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une V2. Merci encore. C'était la dernière discussion du Le Cozy Lab au Festival des médias indépendants. Vous pouvez du coup le réécouter pour prendre des notes pour ceux qui n'ont pas pris de notes. Sur toutes les plateformes du Le Cozy Lab, c'est LECOSYLAB. Voilà, ça sera en podcast et sur tous les réseaux aussi. Tous les GAFAM, ouais, de badge. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, et puis le fait qu'on puisse discuter ensemble, effectivement, tu as dit, c'est un privilège. Et ce privilège, il nous permet aussi d'avoir des grosse discussion et d'avoir aussi, comme tu l'as dit, de se rassembler et après peut-être prendre des contacts les uns les autres, et c'est ce que fait le Cozy Lab, et de faire en sorte que tout le monde puisse se parler et qu'on puisse tous mélanger nos idées. Merci encore à vous.
Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous